alors, je ne sais pas si vous... on est un peu dans l'histoire des class action au niveau américain aussi, hein, ça vient aussi de la philosophie américaine, où on va s'arranger pour que, face à une société, on va de trouver l'ensemble des personnes qui ne sont pas d'accord avec tel industriel ou telle société qui pose problème dans son comportement. C'est-à-dire qu'on essaie d'amalgamer le plus de personnes possible pour en être dans une situation d'être force vis-à-vis d'un interlocuteur. La troisième chose, je vais rapidement sur le dernier point autour de la question de la mobilité. Aujourd'hui, c'est une question très forte, enfin très très présente, la question des réseaux. Ça va devenir massif, on va l'utiliser à toutes les sauces aussi pour le coup dans ce champ-là. Le besoin de potentiel, et aujourd'hui, le capital, ce qui fait qu'on a de la valeur dans la société, c'est notre capacité à être mobile. Sauf qu'on fait comme si finalement l'ancrage n'avait plus aucune valeur. Et l'ancrage, c'est dans l'ancrage qu'il se passe un certain nombre de choses sur la manière où on conçoit son rapport à l'autre. Dans la mobilité, on est dans le déracinement permanent et, entre autres, on sait que c'est un système qui permet de produire une sélection, entre autres, des travailleurs, entre ceux qui sont capables de se déplacer avec l'entreprise ou pas. Voilà, donc ça c'était juste pour en tout cas pointer un premier niveau dans la discussion, qui était de dire on a quand même une vigilance à avoir du point de vue du champ de l'éducation populaire, au fait qu'on manipule des notions qui ne nous appartiennent pas au départ, qui appartiennent à notre champ, et des effets que ça peut produire au final, si on n'entre pas systématiquement dans une position critique. Je dirais que notre première vigilance serait d'aller regarder et peut-être de compléter cette liste-là dans les moyens de management d'aujourd'hui, pour voir s'il n'y a pas des mots qui sont en train d'apparaître, qui sont peut-être des mots que nous allons être amenés à utiliser très, très prochainement. Alors, je vais partir de ça pour passer à la suite, sur maintenant les conséquences autour de la question de la formation des acteurs de l'éducation populaire. Pour moi, ce qu'on vient de voir juste avant pose la question de la manière où on va construire les contenus des, je dis formation, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que peut-être qu'il y a d'autres modèles à imaginer. Je pense à des histoires de recherche, formation, action, qui sont peut-être sur d'autres logiques qui seraient intéressantes d'aller travailler. Comment on construit les contenus? Et je pense qu'il y a quelque chose autour de la réflexivité, c'est-à-dire de la capacité des acteurs de terrain à produire eux-mêmes des contenus. Et de transmettre ces contenus. Et comme on disait tout à l'heure, il y avait dans les vidéos tout à l'heure au tout début, apprendre à transmettre ce que tu es, pas ce que tu sais. Donc là, il y a un truc à garder, il me semble, autour de la question de la légitimation des savoirs pratiques. La deuxième chose, c'est la question des valeurs. La question des valeurs aujourd'hui est quasiment jamais travaillée en tant que telle. C'est-à-dire on sait qu'on va dans un certain nombre d'institutions qui ont un certain nombre de valeurs, ça c'est clair, mais de manière transparente pour tous, de dire que dans ces espaces de transmission des savoirs, on va poser aussi la question de quelles sont les valeurs qu'on transmet. Je pense là encore qu'il faut qu'il y ait un espace politique. Parce que les valeurs, c'est une pratique d'abord. Je garde un peu toujours le même auteur de chez Dewey. Dewey dit, en fait, qu'est-ce que c'est les valeurs? C'est le fait qu'on donne de la valeur à quelque chose. Et en fait, c'est une pratique de donner de la valeur à quelque chose. C'est dire, ceci a de l'importance, ceci on n'est pas d'accord. Et donc, comment on crée ces pratiques-là, comment on apprend à être dans ces pratiques, et comment ces pratiques qui existent, on arrive à les décrypter et à avoir une réflexivité dessus. Dernier point, aujourd'hui, avec l'évolution du champ, on a quelque chose à faire. Il y a des nouveaux acteurs, les conseils régionaux
commence à saisir la question de la formation des travailleurs sociaux. C'était... on n'y est pas encore tout à fait, c'est-à-dire qu'ils la saisissent, mais ils la saisissent juste par un appel d'offres. C'est pas encore tout à fait ça. Il y a peut-être quelque chose d'autre autour de quel est l'intérêt collectivement qu'on partage à produire un effet social. C'est là-dessus qu'il faut qu'on se mette d'accord. C'est pas juste sur le nombre de stagiaires. On fait ces choses-là, ces formations d'animateurs d'éducation populaire, pour faire quoi? Pour produire quel effet? Pour changer comment la société? Donc voilà, un premier acteur, les conseils régionaux. Un autre acteur qui arrive, qui n'était pas aussi tout à fait présent jusqu'ici, c'est les conseils généraux. Entre autres, avec la création, par exemple, autour des questions de jeunesse, de services jeunesse à l'intérieur des conseils généraux. L'autre chose, c'est qu'il y a un débat très fort aujourd'hui au travers de la question des travailleurs sociaux sur est-ce que les travailleurs sociaux doivent être formés dans des hautes écoles en travail social ou à l'université, et les fédérations d'éducation populaire, sans doute. Comment elles interviennent là? Là, il y a encore une question, à mon avis, qui doit se poser. La question aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la construction des savoirs. Il me semble qu'on ne peut pas imaginer seulement la formation, ou seulement cette question de transmission des savoirs. Il y a aussi la question de comment on finance le fait que les gens de l'éducation populaire construisent leur pratique, leur savoir pratique, leur réflexivité. Ça doit faire partie aussi du lot, et ça ne doit pas être quelque chose qui doit être sur le côté. Et dernière chose, qui résume un peu mon idée, c'est, je pense que vis-à-vis d'une réalité que j'évoquais au tout début de mon introduction, là on est dans un moment où finalement ce qui se passe d'habitude caché et qui n'est pas apparent au niveau du capitalisme est tout d'un coup sur la place publique. C'est une indication très très importante justement pour agir. Je pense qu'aujourd'hui, dans ces questions de formation d'animateurs d'éducation populaire, il faut être dans l'ordre de la publicité. Il faut que les choses qu'on décide de faire, elles soient données lieu à des polémiques publiques et qui permettent de décider ensemble, mais sur la place publique, pas dans des arènes cachées derrière. Il faut que les choses soient apparentes pour les uns et les autres. Sinon, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on risque de se tromper dans quel état d'esprit finalement les choses se réalisent. Merci. Bien, bonjour. Je vais faire comme Jean-Marie, donc de tenir le temps. Donc, vous dire déjà de quelle place je parle, parce que bon, sur les petits cartons que vous avez, il y a un petit souci sur l'intitulé de mon poste. En fait, depuis début octobre, j'occupe un poste à mi-temps de responsable national de l'animation professionnelle. Et pour l'autre part du mi-temps, un poste de développement de la vie associative au sein des CENIA. CENIA, Centre d'entraînement, méthode d'éducation active. Je vous en dis deux mots, mais sans doute vous les connaissez. Mouvement d'éducation nouvelle et d'éducation populaire, la double accroche. Les CENIA sont nés en 1937, au sortir du Front populaire, et on est très rapidement développés autour de plusieurs champs, dans et autour de l'école, dans l'organisation des temps libérés avec ce qui est le plus connu pour les CENIA, la formation des animateurs volontaires, mais aussi depuis 1971 des animateurs professionnels, dans le social, la promotion sociale, formation des travailleurs sociaux et des soignants, et en particulier dans le secteur psychiatrique, où il y a une longue histoire des CENIA sur ce secteur. Les CENIA ont fait un choix, il a toujours été celui-là, qui est le choix de la formation. Et le choix de la formation comme levier de transformation des pratiques des institutions par la formation des acteurs, qui soient bénévoles, volontaires ou professionnels. Et dans l'idée que ces acteurs, sur leur terrain, soient eux-mêmes acteurs de changement.
C'est une position particulière qui fait que les séminaires ne se sont jamais investis, par exemple, dans l'organisation de centres de vacances ou dans la mise en œuvre de DSP autour de centres sociaux, des choses comme ça. Voilà. Lors du 10e congrès d'Aix, en août 2010, le slogan c'était résister, mobiliser, construire. Les séminaires ont réaffirmé un ancrage dans l'éducation populaire autour d'une phrase dans leur manifeste qui est pour construire une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, dans une perspective éducatrice et émancipatrice. Ce que je pointe là, c'est un des fondements, en tout cas, du versus éducation nouvelle et éducation populaire. C'est-à-dire que le fondement, c'est bien de permettre une dimension d'émancipation des personnes. Tout à l'heure, je vous disais de quelle place je vais parler. Je dirais une triple place. Une place, donc, d'abord d'animateur. J'ai eu un parcours classique, on va dire, de la filière historique des métiers de l'animation, animateur de centre de vacances, de centre de loisirs, etc. Puis une dimension de formation, qui effectue une formation des femmes en alternance pendant 2 ans au CNA. Ensuite, un parcours d'animateur professionnel, essentiellement en milieu urbain. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans à la Courneuve sur un service en France, sur la direction d'un service en France. Puis ensuite, en tant que formateur à la FOC CNA. Donc je dirais triple casquette pour vous parler, une casquette d'animateur professionnel, une casquette de formateur et une casquette de militant des CNA. Éducation populaire au cœur des métiers de l'animation. Alors la commande que j'ai eue, c'était de parler des pratiques pédagogiques spécifiques de l'éducation populaire. Je pense qu'il est important qu'on fasse un petit détour avant de parler de ces pratiques, parce qu'il fait, on va dire, la spécificité du métier d'animateur d'éducation populaire. Dans une étude qui avait été faite par le CNR avec le CNAGEP en 2005, avec les grands mouvements d'éducation populaire, une définition était sortie, c'est nous voulons promouvoir les pratiques d'animation et donc une formation des animateurs qui s'inscrivent dans le projet et les pratiques de l'éducation populaire. Alors quand on a dit ça, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut aussi s'appuyer sur cette éducation populaire. À minima, on pourrait dire qu'il s'agit de permettre l'exercice de la citoyenneté par une pratique d'émancipation collective, jusqu'à agir pour transformer les milieux de vie, donnant ainsi à l'éducation populaire une volonté politique de transformation sociale. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on considère que les animateurs professionnels ont une responsabilité sociale et politique. Sociale et politique, concrètement, exercer le métier de l'animation, c'est favoriser le développement des liens sociaux, agir pour l'autonomie des personnes et des groupes, soutenir la transformation des dynamiques et des territoires, contribuer au développement du bénévolat et de la vie associative. Donc, pour mémoire, les mouvements d'éducation populaire ont mis en place dès les années 60, je dirais, les premières formations pour les nouveaux professionnels qui étaient les animateurs. Il y a eu à ce moment-là un fort partenariat, entre autres avec le ministère Jeunesse et Sport, pour construire ces formations. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a un risque de voir cet héritage se diluer, risque